Bonjour et bienvenue sur la chaîne dédiée à la parentalité. Aujourd'hui, nous allons parler ostéopathie en période périnatale, aussi bien pour la maman enceinte et après l'accouchement que pour l'enfant, en compagnie d'Hélène Nicole. Oui, bonjour Hélène. Bonjour. Donc Hélène, tu es ostéopathe. C'est ça. Et nous nous sommes connus il y a peu de temps concernant justement le lien entre l'ostéopathie, les freins de langue et l'allaitement. Donc aujourd'hui, je t'ai fait venir pour un sujet un peu plus global sur l'ensemble de la périnatalité, mais effectivement, on va en profiter pour donner des petites pistes. Des petites astuces pour le quotidien avec bébé. Donc restez avec nous, vous allez avoir tout cela à la fin de la vidéo. Hélène, j'aime bien demander justement aux intervenants un petit peu leur parcours, ce qui les a amenés à faire ce métier et justement ce qui les passionne dans ces approches-là. Alors moi j'avais des grosses migraines quand j'étais petite et j'ai rencontré une ostéopathe qui les a fait partir en une seule séance. J'avais trouvé ça fabuleux et du coup j'ai eu l'occasion de discuter avec lui de multiples occasions, de le suivre en stage, etc. Et il m'a donné envie de faire son métier parce que je trouvais ça vraiment passionnant, l'approche globale du patient, de réfléchir. L'ostéopathie, c'est comme une enquête policière en fait. Vous avez une victime, donc une douleur, par exemple un mal de dos, et vous pouvez avoir plusieurs coupables. Donc les genoux, parce que vous êtes tombé, parce que vous êtes crispé, parce qu'il y a des troubles digestifs, etc. Donc on va mener l'enquête en s'appuyant sur des indices. Et le principe, grosso modo, en vulgarisant un petit peu, c'est de mettre le coupable en prison et qu'il n'y ait plus de victimes. Alors parfois, il y a des associations de malfaiteurs, ça prend un peu plus de temps, voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Et en fait, le corps humain, c'est une magnifique machine où tout est parfaitement millimétré. Et je trouve ça vraiment passionnant parce qu'on peut en apprendre tous les jours et tous les petits équilibres, tous les petits échanges. C'est ce qui m'a intéressée dans l'ostéo, de voir tout ce qu'on pouvait faire en connaissant l'anatomie, la physiologie et la biomécanique. Donc voilà un petit peu. Et puis plus on avance au cours du parcours, plus on découvre des nouvelles choses aussi, donc c'est d'autant plus passionnant. Oui. Et donc dans ta pratique, toi actuellement, effectivement, tu vois des parents, de jeunes parents ou de futurs parents, mais tu vois aussi des sportifs et des personnes de tout âge avec tout. Oui, j'ai une patientèle un petit peu diversifiée, ce que je trouve intéressant aussi, parce que ça empêche de se lasser, ça permet de voir des nouvelles choses et d'être toujours émerveillé. Parce que quand on voit toujours le même type de patient, on a plus de mal, je trouve, à garder le même accueil pour chaque personne. Et voilà, après ça s'est présenté comme ça, parce que ça m'intéresse aussi et que j'ai pas cherché à restreindre et à me spécialiser vraiment que dans un domaine. Mais voilà, ça permet de discuter avec plus de gens et d'échanger avec le plus grand nombre. D'accord. Alors justement, on va peut-être procéder un petit peu par ordre et on va faire de façon un peu chronologique, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme information aux futures mamans qui sont justement dans cette période particulière d'évolution et de modification corporelle avec la grossesse? Je pense que ce qui est important à savoir, c'est que si vous avez une douleur, il faut en prendre en compte. Il ne faut pas se dire, bah voilà, je suis enceinte, c'est normal, d'accord. Il y a des mamans qui vivent une grossesse sans douleur, sans mal de dos, sans trop de nausées. Alors les 3 premiers mois, bien sûr, mais après, au 6e, 7e mois, quand vous avez bébé qui vous coupe la respiration, où vous avez tout le temps envie de faire pipi, ou les jambes qui sont très très gonflées, nous, en ostéo, on a des actions, on aide bien. Voilà, vous laissez pas... dans l'attentisme en attendant l'accouchement en vous disant que vous serez libérée. Une grossesse, c'est un moment de plénitude, on peut la vivre agréablement. Évidemment, il y a toujours des petits désagréments parce que vous avez un bébé et vous portez la vie, mais ça peut quand même se faire avec un minimum de douleur. Et en ostéo, on accompagne bien, aussi bien pour les douleurs durant la grossesse qu'après en préparation à l'accouchement. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des actions pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Alors on parle souvent que des mamans, dans ces cas-là on traite papa et maman, parce que ça peut venir aussi du papa. Tout bêtement, il y a des fois au niveau anatomique, il y a un petit blocage au niveau de l'urtère masculine qui bloque l'artère gonadique. Et du coup le testicule, enfin tous les organes génitaux sont moins bien vascularisés, ça fonctionne moins bien. Et des fois ça peut simplement jouer sur la fertilité, même pour l'homme. Donc voilà, donc ça peut être pour les deux. Et pour la maman, de bien préparer l'utérus, le bassin, etc. Ça aide aussi à l'ovulation, en accompagnement de FIV. Donc ça c'était un petit aparté, parce que vous mesdames, vous avez déjà la chance de porter la vie. Donc vous avez peut-être connu tout ça, mais là maintenant c'est derrière vous. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question.
c'est intéressant d'avoir justement ces pistes un peu alternatives, parce que quand on est confronté à ces situations-là, toute information peut être précieuse. Oui, surtout que des fois c'est traversé comme un drame aussi, donc c'est important, je pense, de savoir qu'on peut accompagner. Je précise qu'une prise en charge pour les FIV ostéo-acupuncture a de très bons résultats. Voilà, donc ça maximise bien les effets de la FIV et de l'insémination, donc c'est à savoir. Ouais, c'est chouette. Voilà. Après, tu parlais justement d'un accompagnement pour l'accouchement. Est-ce que tu peux être un peu plus précise? Oui. Alors, le principe, donc évidemment, en ostéopathie, on va vérifier que votre posture est bien équilibrée, parce que si vous êtes tout de travers, l'accouchement sera un peu plus difficile, c'est normal. Moi, si je tombe ou si j'ai des événements particuliers qui font que je suis de travers, après, je pourrais pas courir correctement. Donc, pour faire un effort lors de l'accouchement, c'est la même chose. Je pourrais pas donner tout ce que je peux pour pouvoir accoucher. Donc ça, c'est la première chose, de vérifier que vous êtes bien, qu'il n'y a pas de blocage particulier. Et ensuite, le but, c'est de vérifier que vous avez une cage thoracique qui s'ouvre bien, pour que vous puissiez accompagner les contractions avec votre souffle et gérer la douleur, parce que ça passe aussi par ça. De vérifier que le bassin s'ouvre bien, parce qu'au moment de la naissance, il y a deux processus au niveau du bassin. Donc la première partie, là c'est les hanches de profil. Le principe, c'est que les hanches s'ouvrent, que le sacrum qui est en arrière recule pour pouvoir faire descendre bébé, et ensuite que ça rebascule vers l'intérieur pour pouvoir faire sortir bébé. Si vous avez toutes les articulations qui sont un petit peu bloquées, ces mécanismes sont plus difficiles. Donc le rôle de l'ostéopathe, c'est de vérifier que tout le bassin est libre, qu'au niveau des hanches c'est bien libre pour que ça puisse s'ouvrir et accompagner l'avancement de bébé. Donc ça, c'est au niveau du bassin. Voilà. Donc grosso modo, c'est de vérifier toute la mobilité du corps pour accompagner bébé et gérer la douleur. Ça limitera les risques d'épisiotomie et de déchirure, parce que quand on a bien préparé le périnée et bien préparé le bassin, c'est plus souple. Et puis ça aidera à accompagner les contractions et à gérer la douleur de la maman et du bébé du coup. Donc du coup, dans ce sens-là, une maman pourrait venir à différentes étapes de sa grossesse. Tout à fait. Pour justement faire un travail un peu de fond et arriver pleinement, avec tout son potentiel. Exactement. Le jour J. Exactement. Tout à fait. Alors la préparation à l'accouchement, c'est entre 2 et 3 semaines avant le terme, parce que bien souvent il y a des mamans qui accouchent avant le terme, donc voilà. Après ça dépend un petit peu de la maman, on en discute. Et si vous avez des douleurs au cours de la grossesse, n'hésitez pas à consulter, ça vous fera beaucoup de bien. Ne serait-ce que pour le retour veineux, il y a des fois des mamans qui ont les organes génitaux externes très très gonflés. En une séance d'ostéopathie, voilà, souvent ça dépend des patients évidemment, mais voilà, on accompagne pareil pour diminuer un peu les hémorroïdes au quotidien, c'est quand même sympa. Ouais, c'est sûr que ces petits désagréments, s'il y a des petites choses simples et efficaces pour y pallier, c'est toujours mieux. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu avant la naissance de bébé. Donc effectivement, j'imagine qu'après, une maman peut avoir vraiment pleinement bénéfice d'aller voir un ostéopathe. Tout à fait. Pour justement remettre. Exactement. Parce que c'est quand même un passage. Ce sont des modifications physiologiques. Vous avez accouché, il faut ensuite aider le corps à récupérer une position de maman mais qui ne porte pas bébé, donc après l'accouchement, parce que vous avez un petit peu les structures internes qui ont dû s'adapter, qui ont dû s'adapter surtout, donc on les aide à récupérer et à récupérer une nouvelle harmonie avec le nouveau corps qui est le vôtre, puisque vous n'avez plus bébé. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on conseille aux mamans de venir 2-3 semaines après l'accouchement, et pour elle et pour bébé, soit ensemble, soit séparément, pour avoir un moment pleinement à elles, puisqu'elles sont quand même sollicitées en permanence. Parfois, ça fait quand même du bien d'avoir une heure pour soi. Et on vérifie pour la maman que le bassin est bien repositionné, que l'utérus a récupéré sa place, qu'il est bien souple, qu'il n'y ait pas de problème particulier. Au niveau des césariennes, on accompagne au niveau de la qualité de la cicatrice. Il y a bien des mamans qui arrivent courbées en deux comme ça et qui peuvent plus marcher parce que la cicatrice tire, et en faisant un travail d'assouplissement, elles repartent et elles sont redressées. Alors ça prend 1, 2, 3 séances, ça dépend vraiment des patientes et de la qualité du tissu et voilà, et donc c'est dépendant de chacun, il n'y a pas de règle. Mais donc en accompagnement comme ça pour la maman, c'est hyper important. Et ensuite pour bébé, en général, on conseille aussi dans la même période 2-3 semaines, parce que les parents ont le temps de s'adapter à la vie de bébé, il faut un petit temps d'adaptation parfois, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et donc en fait, vous vérifiez que bébé va bien pour sa croissance, pour son bon développement. Il peut y avoir eu des petits dysfonctionnements au cours de la grossesse. Par exemple, si vous avez des douleurs dans le bassin
au niveau des hanches, qu'il a beaucoup pesé, que vous avez une vessie qui était très, très contractile, etc. Il était bien bas, il a pesé, il a pu être un petit peu comprimé. Donc il faut vérifier que ni pendant la grossesse, ni pendant l'accouchement, il y a eu des compressions qui ont fait qu'il y a des petits dysfonctionnements dans son corps, au niveau des vertèbres, au niveau du bassin, au niveau du crâne, pour qu'il grandisse en pleine forme. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les petites déformations de la tête, c'est pas forcément qu'esthétique, hein. Donc il faut vraiment vérifier tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mâchoire, donc, qui est ici, donc là c'est un crâne d'adulte, je n'ai que les crânes d'adultes. La mâchoire qui est ici, elle fonctionne avec la partie arrière du crâne. Et le palais, donc, parce que la mâchoire est constituée de deux parties, le palais qui est ici fonctionne avec l'avant du crâne. Donc quand vous avez eu des compressions qui ont aplati l'arrière du crâne, ça élargit la forme en avant, donc la mâchoire, alors que le palais peut être très étroit. Donc forcément au moment de la dentition et au moment de la pousse des dents définitives, il y aura un déséquilibre d'occlusion. Voilà, donc il faudra vérifier. Donc si vous le vérifiez quand ils sont tout petits, ça se corrige bien et ça limite après les problèmes d'orthodontie. Oui, parce qu'il y a une plasticité, voilà. Une souplesse au niveau des tissus qui est heureusement, enfin des tissus même, des tissus osseux. Oui, ne serait-ce que pour que le cerveau puisse grandir, parce que c'est le principe. Si c'était complètement figé, le cerveau pourrait absolument pas se développer. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que le crâne grandit de 12 cm de périmètre crânien au cours de la vie, dont 6 cm les 3 premiers mois. Donc vraiment, s'il y a des petits problèmes de tête plate, qu'on appelle plagiocéphalie, ou des petits dysfonctionnements, quand vous amenez le bébé avant ces 3 mois, ça se corrige très rapidement. À 5-6 mois, ça se récupère, mais c'est beaucoup plus long, hein, parce que vous imaginez bien que si la moitié des centimètres pris au total ont été pris dans les 3 premiers mois, après c'est plus long. Et comme je le disais, ce n'est pas qu'esthétique. Oui, parce que ça, je sais que j'ai une amie qui est présidente de l'association justement de plagiocéphalie. Merci. Il n'y a pas de problème. Chaque fois ce mot m'échappe. Mais elle me disait que y a des enfants avec une forte déformation qui ne peuvent pas mettre par exemple de lunettes parce que les oreilles sont totalement dissymétriques. Tout à fait. Et donc vraiment ça peut être embêtant, ça peut jouer sur la vue, ça peut jouer sur... Je vous ai donné simplement un exemple au niveau de l'occlusion dentaire, mais évidemment vous vous rendez compte qu'il y a des petites dysfonctions, que d'un côté c'est plus gros que l'autre, il va y avoir des problèmes au niveau des orbites, après ça peut faire des problèmes de strabisme, des problèmes oculaires, donc c'est vraiment important de vérifier. Donc nous c'est ce qu'on fait, on jouant sur la forme du crâne et en jouant sur la plasticité de l'orbite et donc les muscles oculomoteurs qui sont à l'intérieur. Et c'est vraiment, ce n'est pas parce que vous voyez pas forcément de problème qu'il faut pas vérifier. Ça permet de capitaliser sur l'avenir si vous voulez. Vous donnez les chances à votre bébé pour que tout se passe bien. Ce n'est pas que bon bah voilà, quand il grandira il aura des cheveux, ça se verra pas, c'est pas forcément ça. Ça joue sur toutes les cavités de la face. Il faut pas oublier qu'il y a quand même le cerveau qui est contenu dans le crâne et que du coup en limitant les tensions et en permettant un développement harmonieux, on peut imaginer que ça aidera quand même votre enfant. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des signes avant-coureurs? Parce que moi, j'en connais certains, mais je suis sûre que tu vas m'en apprendre d'autres. Par exemple, le fait qu'un enfant tourne spontanément toujours la tête d'un même côté, ou qu'on voit qu'il peut être douloureux. Enfin, par exemple, concrètement avec l'allaitement, dans ma pratique, je vois des enfants qui effectivement vont pouvoir téter d'un côté de façon beaucoup plus fluide que de l'autre. Et donc du coup ça sous-entend un déséquilibre, une détention, etc. Par contre ça c'est pas forcément qu'au niveau du crâne, ça peut être au niveau des cervicales. Oui. Voilà, donc c'est encore deux choses différentes. Le problème du coup, excuse-moi je t'interromps, mais du coup au niveau des cervicales ça peut après avoir une influence sur... parce qu'une tension et une position... Du coup, forcément, parce qu'après il a bougé d'une certaine façon sur le dos, etc. Donc il est vraiment important de vérifier. C'est toujours un peu lié. Tout est global. Le corps est une machine incroyable, mais c'est vrai que si vous avez des problèmes de position au niveau de la tête, le bébé il s'adapte pas parce qu'il n'est pas debout. Mais un adulte, si je suis comme ça, après j'ai tout le reste qui bouge. Donc c'est un peu le même principe. Si votre bébé est tout le temps comme ça et que vous le couchez tout le temps comme ça, forcément il va y avoir des petites déformations au niveau du crâne qui ne vont pas exister s'il était droit. Ça c'est un autre problème, le couchage, on en parlera après je crois. Pour les plagios, les petits signes, donc c'est vraiment des déformations visuelles que vous pouvez voir. Ou alors par exemple si votre bébé il peut tourner la tête correctement à gauche et à droite quand il est assis, par contre quand il est allongé il ne peut plus. Ça c'est des signes en général de plagio. Il y a des bébés, les pauvres, ils ont la tête tellement déformée que ça fait une sorte de parallélépipède, et quand on les allonge, ils peuvent plus tourner la tête parce qu'ils n'ont pas la force de la lever pour la tourner. Ils savent pas faire, ils sont coincés à droite. Ils savent faire, hein.
Ils savent faire, mais ils sont assis, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc ça, ce sont des petits signes. Souvent, les parents le détectent parce que c'est visuel. Donc ça, c'est en général les signes précurseurs, d'accord, parce que la tête est moins harmonie. Après, on peut le voir au niveau des troubles, au niveau de la forme de l'orbite. C'est vraiment observer votre bébé et regarder. La symétrie. Exactement, les oreilles plus hautes, pas plus hautes, les inclinaisons de tête. C'est de l'observation, surtout. J'insiste vraiment sur la rapidité. Si vous venez avant le 3e mois, il y a des fois une seule séance, 2 séances quand c'est des toutes petites choses, ça suffit. Et le bébé repart avec une tête déjà transformée. Donc ça prend un petit peu de temps, mais ça se voit et c'est visuel. Si vous attendez trop longtemps, c'est un peu plus long. Surtout pour les parents, c'est un peu plus inquiétant. Pour eux, esthétiquement. D'accord. Alors après, il y a aussi la répercussion de l'ostéopathie sur d'autres petits troubles que peut avoir l'enfant au tout début, comme le reflux, le sommeil, les pleurs incessants, les pleurs, les problèmes de strabisme, les problèmes de colite. Alors je veux juste préciser que pour le reflux, on l'accompagne à la gestion des douleurs et on les diminue nettement. Après, quand c'est des problèmes de maturation, des problèmes au niveau organique, nous on fait un accompagnement, d'accord? Parce qu'en fait, grosso modo, le principe des reflux, c'est que là vous avez donc le diaphragme donc, qui tapisse la cage thoracique, et vous avez donc l'œsophage et l'estomac. Et en fait, le diaphragme il doit coulisser autour de l'œsophage, et des fois il y a des petits blocages qui font que bébé il est un petit peu coincé, que ça tire tout. Et que vous avez des irritations au niveau estomac, etc. Vous imaginez bien, par exemple, on prenait l'exemple d'un bébé qui avait une tête un peu plus comme ça. Si je suis complètement comme ça, en tenant ma veste, vous voyez bien que si je suis comme ça la lève. Donc c'est le même principe, c'est que du coup, en limitant les tensions du corps de bébé, ça va aussi relâcher la zone du reflux et aider votre bébé au niveau du reflux. Et que ça se remette au bon endroit aussi. Et puis il y a quand même à ce niveau-là le passage des nerfs qui stimule la digestion, et donc ça peut faire des petites irritations qui sont bien limitées avec l'ostéopathie. On voyait bien que c'est pas que esthétique ou autre. Si votre bébé il est comme ça et que ça tire, ça va l'aider sur l'ensemble du corps en le relâchant. Voilà, ça c'est le principe. Pour les colites, pareil, on accompagne. Les colites, c'est un problème de maturation du tube digestif, donc on aide juste bébé, on les supprime pas, mais on aide bébé à ce que ce soit plus espacé. Donc effectivement, tu montres aux parents des petits... Dans ces cas-là, oui, je montre aux parents des massages et des gestes à reproduire à la maison. Je vous les montrerai pas là, non pas parce que je veux pas vous les montrer, c'est juste qu'il y a des percussions qu'il faut maîtriser, et je préfère, dans l'intensité, et je préfère que vous les montrer, vous l'expliquer et vous le faire sentir, plutôt que de le diffuser et qu'il n'y ait pas de ressenti. C'est vraiment une intention particulière et il faut pas le faire si on n'a pas compris comment ça fonctionnait, si on l'a pas ressenti en fait. D'accord. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que effectivement justement dans le crâne, il y a un niveau vraiment stratégique où il y a dans un tout petit territoire énormément de nerfs qui passent et qui ont des répercussions sur vraiment beaucoup d'organes, et notamment aussi bien visuel, enfin toute la sphère ORL, la tête, je veux dire, que aussi au niveau digestif. Oui, alors il faut savoir qu'il y a 12 nerfs crâniens, donc ils vont piloter un ensemble de choses au niveau de la face et après au niveau effectivement digestif, donc ça va plus loin que ça. Vous voyez que mon crâne il a plusieurs couleurs, c'est pas que pour faire joli, c'est parce que ça représente chaque os de la face qui est ici, et donc chaque os du crâne. Donc vous voyez bien que ces os là, ils ont des articulations entre eux. Vous reconnaissez la fontanelle Bregma et la fontanelle lambda, mais vous voyez aussi qu'en dessous il y a plein de jonctions. Il faut savoir que le crâne du nouveau-né à la naissance, il ne ressemble pas à ça. Donc vous avez les fontanelles, bien sûr, vous avez l'occiput qui était en plusieurs parties qui va commencer à solidifier, c'est aussi pour ça que le cerveau peut grandir. Pareil pour le temporal, pareil pour le sphénoïde, etc. Et donc du coup, vous voyez aussi qu'il y a plein de petits trous dans le crâne, je ne sais pas si vous le voyez là. Là c'est le foramen magnum, c'est normal, mais... Donc il y a plein de petits trous ici dans lesquels cheminent ces nerfs. Et vous voyez par exemple, on va prendre le foramen jugulaire, je vous ferai un zoom à ce moment-là, qui est ici. Et dans ce foramen là, vous avez donc le passage de choses importantes qui sont donc les nerfs 9, 10 et 11. Donc le 9 donc, pour la langue, le 10 c'est donc le nerf vague qui va stimuler votre digestion, et vous avez le 11 qui est le spinal pour les torticolis. Voilà, donc ça c'est un exemple de foramen. Et vous voyez bien que ce foramen il est à la jonction entre l'os qui est violet ici qui est l'occiput et l'os qui est rose ici qui est le temporal. Si à la naissance il y a eu des petites compressions ici, ça peut perturber la digestion, perturber
donc une partie du goût, et perturbée donc au niveau de la position des cervicales. Ça c'est qu'un exemple. Pareil, puisqu'on parle de la langue, ici vous avez un tout petit trou, on dirait qu'il sait rien du tout. Et en fait ce petit trou là il est fondamental parce que c'est le passage du nerf hypoglosse, qui est le nerf moteur principal de la langue. Et donc vous voyez comme l'occiput il est en deux parties à ce niveau-ci à la naissance, si il n'est pas tout à fait soudé, donc du coup s'il y a eu des petites compressions, ça peut perturber en fait l'environnement du nerf et modifier l'agilité de la langue. Donc en levant ça, en général le bébé a une meilleure agilité linguale. Donc ça, effectivement, ça a une influence sur l'allaitement, mais pas que. Donc même un enfant qui est nourri avec des préparations pour nourrissons a intérêt effectivement à pouvoir pleinement utiliser sa langue. Puis ne serait-ce que pour la suite, pour l'élocution. Oui. Oui, ou le positionnement des dents. Des dents, parce que c'est la digestion. Exactement. Vraiment, les répercussions sont vraiment très multiples et vont bien au-delà de simplement l'allaitement. Tout à fait. On fait bien des contrôles techniques tous les ans pour les voitures, pourquoi on ne le ferait pas pour les humains, vérifier que tout va bien pour maximiser notre chemin. Voilà, à des moments stratégiques de la vie. Bon, effectivement, la naissance est vraiment un de ceux-là. Tout à fait. Mais après, une chute, enfin voilà. Tout à fait. Après, il y aura toutes les petites chutes de bébé. On vérifie en général la position assise, l'acquisition de la marche. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, tu aurais une feuille de papier? Oui, il y a un petit post-it. On va trouver. Donc votre bébé, quand il arrive à faire la prise pouce-index comme ceci, sans froisser votre papier, il marche dans les 15 jours en général, parce que c'est les mêmes boucles motrices. D'accord. Voilà. Quand il le froisse, non. Mais quand la prise de papier est vraiment nette et belle, enfin sans froissage, en général il marche dans les 15 jours. En général les parents ils aiment bien parce que ça permet de savoir un petit peu. Et puis après, donc vérification ostéopathique à tous les stades de la vie, oui bien sûr, donc la naissance, l'acquisition de la position assise, la marche, toutes les petites chutes, en général avant d'entrer à l'école, mais les parents une fois qu'ils ont pris l'habitude d'emmener leur enfant, c'est devenu un réflexe et de l'amener là 2 fois par an pour vérifier que tout va bien, surtout à ces âges-là quand on tombe beaucoup. Et puis après à toutes les entrées, à chaque moment important de la vie. Est-ce que tu voulais ajouter certaines choses concernant le bébé? Alors oui, tout à l'heure on parlait des plagiocéphalies, il faut savoir que la première prévention quand même c'est le couchage. Donc si vous voyez qu'il commence à avoir des petites déformations, oui vous appelez votre ostéo, votre chiro, mais c'est surtout il faut modifier les positions pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes appuis. Le crâne est encore un petit peu malléable et souple chez l'enfant et il faut savoir que une surface dure qui est le matelas contre le crâne versus crâne, c'est le matelas qui gagne quoi, donc c'est le crâne qui va se déformer à côté. Vous voyez bien que si je suis toujours en appui derrière là comme ça sur le matelas, c'est mon crâne qui va finir par s'élargir et s'aplatir parce que le cerveau va grandir mais il ne peut pas pousser en arrière. Comme bébé passe quand même énormément de temps allongé, ça va forcément pousser différemment. Donc voilà, donc la première prévention c'est le couchage, c'est d'alterner les positions, que ça va toujours poser sur le dos. Donc du coup n'hésitez pas à le mettre sur le côté pour dormir. Éventuellement si vous avez peur qu'il bascule, vous pouvez acheter un cale-bébé. Alors de préférence le gros boudin derrière et le petit boudin devant, plutôt que 2 gros boudins ou des triangles ou des peluches. Ça se lave bien, c'est plus hygiénique et parce que de toute façon avec un bébé il faut que ça soit lavable assez facilement, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Et en journée n'hésitez pas quand vous êtes à côté et en période d'éveil à le mettre sur le ventre quel que soit l'âge pour qu'il stimule bien et qu'il y ait le tonus qui se développe. Donc on peut te retrouver dans Paris du côté de Montparnasse, oui, pas très loin de Montparnasse. Oui, à 10 minutes à pied donc. Oui, donc c'est assez facile d'accès. En tout cas, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Quant à moi, je me fais une joie de vous retrouver tout bientôt. D'ici là, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous propose de la partager autour de vous et de mettre j'aime et de vous abonner à la chaîne pour être informé dès que possible des vidéos et des interviews à venir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.